Bonjour à tous et à tous et bienvenue dans Culture Pote. Je suis Mox. Et je suis Stein. Aujourd'hui, on va parler de quoi? Je sais pas. Wow. La blague est trop longue. Wow. La blague est trop longue. Ce sera pas coupé au montage. Du coup, je tirais le sujet pendant que je faisais la vanne. Ouais. C'est encore une BD. Oh, Comme si on en parlait pas. Et ça fait 2 épisodes qu'on en a pas. 3 épisodes qu'on en a pas parlé. Bah, je ferai un monde un peu de la BD quand même. C'est axé BD. Ouais. Ça s'appelle Mécanique Céleste. Je te rassure, ça va être très court parce que j'ai pas énormément de choses à dire dessus. Ok. En fait, je l'ai surtout mis parce que. Donc, bienvenue dans épisode de Culture Pote, plein de trucs x2. En fait, Mécanique Céleste, je l'ai surtout mis parce que il y a un truc cool dedans. Donc, du coup, c'est une BD qui a été faite par. Alors, j'ai retenu le nom de l'auteur. Oh. C'est tellement rare. C'est un pseudo, je pense un pseudo parce qu'il n'y avait pas son nom de famille. Mm-hmm. Ça s'appelle Merwan. Du coup, comme c'est un vrai prénom, je sais pas trop. Mais en tout cas, il n'y a pas son nom de famille en tout cas. Ouais. J'ai découvert au pif sur le net. En plus, genre vraiment, c'est une BD que j'ai découvert au hasard sur Insta. J'ai vu des images, ça a l'air cool et je l'ai trouvé en magasin, je l'ai acheté. Bah, trop bien. Je sais pas de quoi ça parlait. Et en vrai, j'avoue, c'est une BD qui est un peu oubliable quand même, pas se mentir. Mais le concept de la BD est trop cool. Donc, en gros, c'est une BD post-apo. Ça se passe très dans le futur, on n'a pas de date précise. Je sais pas de combien de temps dans le futur ça se déroule. Bon, tout ce qu'on sait, c'est que la plupart des humains, enfin en tout cas, il y a quelques humains qui sont revenus à l'état sauvage, entre guillemets, parce qu'en vrai, ils ont toujours de parole, ils sont toujours intelligents et tout. Oui. Mais juste, ils ont plus les technologies que nous on a maintenant. Ok. Voilà. Et en fait, c'est un futur qui est tellement lointain que la plupart des choses que nous on vit aujourd'hui, ils ont été oubliées et ça a été rangé au rang d'interprétation, après tout ce qu'on faisait, etc. Et en fait, cette interprétation, elle a été faite dans le sens où il y a une colonie d'humains, je dirais. C'est-à-dire que c'est un endroit où les humains sont plus développés que les autres, qui ont créé un sport national, même un sport mondial, qui s'appelle la mécanique céleste. C'est dingue ça. C'est quoi le concept de la mécanique céleste? C'est trop cool. Alors, c'est 2 équipes de 4 à 5 personnes, voire un petit peu plus, qui se battent sur un énorme terrain, la taille va varier selon les règles du jeu qui peuvent du coup changer exactement. Il y a des règles qui sont constantes et des règles qui peuvent changer à chaque fois dans le jeu. Donc 2 équipes qui s'affrontent sur un terrain, chacun à son côté de terrain, qui va ensuite pouvoir s'élargir au fur et à mesure de la partie. Il y a une balle au milieu du terrain. Et pour gagner la mécanique céleste, il faut frapper tous les adversaires de l'équipe d'en face avec ta balle. C'est une sorte de rugby balle au prisonnier. C'est balle au prisonnier. Et en fait, d'après les gens dans cette BD, la mécanique céleste, c'était le sport qui réglait tous les problèmes du monde. C'est-à-dire qu'en fait, à l'époque, ils estimaient que tous les problèmes politiques, etc., tout ça était réglé par la balle au prisonnier, qui du coup, pour eux, la mécanique céleste. Bah, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont haut placés dans le monde, genre des dictateurs, entre guillemets, à qui on devrait genre montrer cette BD. Ouais, exactement. Surtout avec les guerres actuelles. Et bah, justement, attends, t'en parles, c'est très géopolitique. Parce qu'en fait, du coup, pourquoi je parle de ça au début, c'est-à-dire que l'histoire de mécanique céleste, c'est que on suit l'histoire d'un personnage, je sais plus, c'est vraiment une gamine, mais en tout cas c'est une jeune femme qu'on suit et qui fait partie d'un de ces villages de neuneux entre guillemets. Oui. Neuneux, mais compris ceux qui sont pas civilisés quoi. Et donc le peuple qui est lui civilisé va venir les voir et leur dire alors voilà, vous avez 2 solutions, c'est soit on prend vos terres, soit vous participez à la mécanique céleste. Donc là elle va dire je participe à la mécanique céleste, elle va y aller, elle connaît pas trop le jeu. On sait juste qu'elle est un peu douée avec une balle, mais c'est sans plus quoi, elle participe à ce jeu. Et en gros, il y a tout ce côté géopolitique. En fait, l'histoire de la BD, c'est est-ce qu'elle va réussir à sauver son village en participant au concours de la mécanique céleste. Et moi du coup j'aime beaucoup ce truc. Et en fait ce que j'aime bien c'est qu'on suit, je crois dans la BD, on suit 3 ou 4 matchs je crois. En fait à chaque match il y a des règles qui varient. Et donc t'as le premier match où c'est un match classique, un terrain normal que tu connais. Ouais. Et par exemple il y a un match qui se déroule dans une forêt, en fait tout le terrain se transforme au fur et à mesure. Le terrain devient une forêt et en fait du coup au-delà de la balle au prisonnier c'est une chasse. Et en fait t'as un gars avec une balle. Ouais. Et en gros, tant qu'il a la balle, vous pouvez pas lui prendre des mains. Okay. Il faut qu'il ait jeté la balle, sinon tu peux pas la récupérer. Et en fait, lui, il doit toucher les gens. Et en fait, si t'as pas touché, tu peux choper la balle et tu deviens le chasseur. Ok. Et j'aime bien ce concept. Il y a plein d'idées comme ça. Ouais. Et c'est plutôt cool. Alors j'avoue que là, comme ça, de tête, j'ai retenu surtout ça et c'est tout. J'ai pas grand chose d'autre. Par contre, ce que je sais, c'est que il y a eu un tome 2 que j'ai acheté, que j'ai pas encore lu. Par contre, il est dans les textes que j'ai pas encore lu. Je sais pas du tout de quoi ça parle. Ça marche, ok. Je l'ai cru parce que j'ai pas lu ma BD. Voilà. Pas grand chose à dire dessus, je voulais vraiment juste parler du concept que j'aimais trop en fait de Mécanique Céleste. J'aime trop le concept. Déjà, j'aime beaucoup ces œuvres futuristes où ils vont reprendre des trucs de notre époque qui en fait n'ont rien à voir avec ce qu'ils imaginent et en faire un espèce de genre réinterpréter de fou et en faire un truc franchement c'est trop bien. En plus du coup c'est un peu un message politique actuel avec tout ce qui se passe et comment en fait un jeu enfantin pourrait tout régler. Genre quand tu te rends compte que
tous les problèmes qu'on a dans le monde, c'est juste des bêtises créées par l'homme. Et du coup, l'homme s'invente des problèmes. Et les problèmes créent des plus gros problèmes qui engendrent des morts, qui pourraient juste se régler avec un jeu. Effectivement, j'avais pas eu ce point de vue, mais ça colle bien à la BD en plus. Franchement, ouais. Ouais, et c'est vraiment trop cool. Et j'ai pas parlé du dessin, mais il est très bien. C'est tout en crayonné, on dirait un peu de l'aquarelle. C'est super beau. Il y a une belle mise en scène, elle casse pas trop patin canard, mais elle est plutôt cool. Et voilà. En vrai, j'avoue que je sais pas trop ce qu'on pourrait rajouter pour qu'elle me marque plus que ça, cette BD. Le tome 2. Bah, le tome 2, je le lirai, je dirai si c'est bien. Ça marche. C'est pas dans mes priorités parce que j'ai un milliard de BD à lire là, mais. Compréhensible. Je pense que je me referai. Mais en fait, je pense que si je lis le tome 2, je me referai le premier en même temps. Ça, ok. Bah, si jamais tu veux laisser un commentaire sous cette vidéo. Si je l'ai lu d'ici là, je le ferai. Ça marche, on fait ça. Deuxième sujet. Sujet 2. Je le tire. Et moi, je fais pas de bruit énorme en le piochant. Alors. Une BD. Non. Rick et Morty. Rick and Morty. Des gens qui vont écouter ce podcast vont juste me critiquer parce que j'ai pas vu en entier. Parce qu'on a des amis du coup qui m'ont bien fait ressentir qu'ils adoraient Rick et Morty et que vu que j'aimais pas plus que ça, j'aime bien, hein, mais c'est pas mon truc préféré. J'ai ressenti de la haine envers moi, tu vois. Ouais, ils sont. je rigole. Après, en même temps, ils t'ont connu par le biais de moi et moi j'ai littéralement un Morty tatoué sur le bras. Donc, c'est vrai. Enfin, ça peut se comprendre. Ça peut pas se comprendre du tout, mais je veux dire, ils ont dû être étonnés. Ouais, ils doivent estimer qu'on aime les mêmes choses. Ouais, voilà, c'est ça. Alors, on va parler de plein de trucs dans Rick et Morty. Bah ouais. Alors, enfin, paradoxalement, j'ai plein de trucs à dire, mais je pense que ça va être court quand même. Ouais. Ah, moi, j'ai pas grand chose à dire en vrai. Bah écoute, voilà. Bah écoute, c'est tout, passons au nouveau sujet. Allez. Non, alors Rick et Morty, c'est une série qui a été créée par Justin Roiland et Dan Harmon. Dan Harmon, sorti en 2000. Je crois que c'est au niveau de 2018 avant. Dans les années 2010. Dans les années 2010, voilà. Et on suit l'histoire du coup de Rick and Morty, qui sont un ado et son grand-père. Un ado et son grand-père, voilà. C'est un peu des rip-off de Marty et Doc. Ouais, bah d'ailleurs l'épisode pilote. Ouais. Qui est dégueulasse, je sais pas si t'as déjà vu. J'ai pas vu, non. L'épisode pilote, il est hideux, vraiment. Eh ben. Alors, pas le pilote de la série, mais le pilote, enfin, le pilote de voiture. Vroom vroom. Et on roule vite. Le pilote qu'ils ont utilisé pour vendre la série au studio. Faites de notre pilote une vraie série, s'il vous plaît. Genre. Voilà, c'est ça. Donc le pilote qui est utilisé pour ça, il est hideux. Alors vraiment, c'est dessiné par des enfants. Bah, je comprends. C'est un peu le cas du pilote de Adventure Time. Ouais, Steven Universe aussi, je crois d'ailleurs. C'est possible. Steven Universe, c'est un peu plus beau, mais ça reste pas très beau par rapport à l'original. Ouais, ça c'est clair. Enfin bref, voilà. Donc du coup, ça a été fait par eux. Et donc dans ce pilote, c'est littéralement genre Morty, il a une veste sans manches rouges, et Rick, c'est Doc Brown. Ok. Je pense que c'est un peu le truc que tu voyais sur YouTube à l'époque, genre des parodies, t'as vu. Ouais, voilà. De toute façon, je pense qu'ils se sont jamais cachés et ça se voit très bien. Ouais, clairement. Dans le futur, ça se voit dessus. Et donc en gros, le concept de la série, c'est que du coup, ces aventures entre ces deux personnages, à chaque épisode, on a une aventure différente, et puis et voilà. Et du coup, c'est un humour très trash, qui aime bien aller très loin. Mais il y a aussi pas mal de concepts un peu philosophiques dans Rick et Morty que j'aime beaucoup. Moi, ça qui m'a fait kiffer la série, c'est que ils se cachent pas leur côté philosophique. C'est pas comme un South Park par exemple où tu sais très bien que les épisodes sont politiques et qu'il y a plein de critiques, mais le gros de South Park, ça reste quand même l'humour au-delà du message. Ouais. Là où Rick et Morty, du moins dans les premières saisons, maintenant c'est différent, on va en reparler. Mais en tout cas dans les premières saisons, il y a vraiment ce côté, ok, c'est marrant, mais on a envie de dire des trucs. J'avoue que l'épisode avec Pickle Rick, tu vois, ça m'a fait penser au fait que un peu le transhumanisme, tu vois, transformer ton esprit dans une chose inanimée. Exactement. Je pense que c'est un commentaire social qui mérite d'être exploité. Tu m'énerves, Maxime. Ou alors l'épisode où Rick il veut embrasser sa petite fille ou non, je sais pas. Arrête. Je sais même pas. Arrête parce qu'en plus t'es pas loin des choses qui m'ont fâché avec Rick et Morty. Je crois que ce genre de truc ça arrive dans les saisons que j'ai pas vues. Ouais, mais justement on en reparlera aussi de ça parce que justement on a la chance de pouvoir skipper ces trucs là aujourd'hui. Trop stylé. Enfin bref. Moi j'aime bien ce truc là, mais effectivement il y avait des épisodes qui étaient vraiment complètement débiles, des épisodes, voilà. Mais globalement, moi ce que j'aimais dans cette série, c'est qu'il y avait le délire de... Des fois c'est un peu philosophique, c'est un peu badant, ça parle de sujets un peu lourds quand même, Rick et Morty, ça parle de dépression, ça parle de perte de nos proches, de décès. Il y a littéralement un épisode où ils sont obligés de faire face à leur propre mort et de changer de dimension pour rester en vie. J'avais oublié ça. Ouais, mais du voilà. coup, ouais.
Donc ça reste quand même assez dark. Bon, Rick et Morty c'est ultra dark quand tu y penses en vrai. C'est quand même bien caché derrière l'humour. C'est très caché derrière l'humour. Mais encore une fois j'y reviens, mais c'est le problème de Rick et Morty, c'est les dernières saisons. Sur les premières saisons c'était très dark, sur les dernières saisons ça s'est un peu perdu. Ok. Voilà, donc c'est très rigolo. Alors moi, qu'est-ce qui m'a fait kiffer Rick et Morty? Déjà faut savoir que Rick et Morty c'est une série que je voulais absolument voir. C'est partie de ces cartoons. En fait ça fait partie de ces cartoons que je voulais absolument voir, mais qui était super dur à trouver. Ah oui. Comme Adventure Time par exemple, qui maintenant se trouve facilement, mais à l'époque c'était dur à trouver. Oui. Parce qu'à l'époque en fait on avait, en tout cas moi quand j'ai découvert Rick et Morty, il y avait aucun moyen de voir tout ce qui était chez Adult Swim. Oui. Alors, pour ceux qui savent pas, Adult Swim du coup c'est les producteurs de la série, qui sont aussi une chaîne télé aux États-Unis. Une filière de Cartoon Network. Une filière de Cartoon Network du coup, ouais, voilà c'est ça. Et en fait, faut savoir que jusqu'à 2018 à peu près, c'était super dur de trouver des programmes Cartoon Network et Adult Swim sur le net. En vrai, oui. C'était Oui, c'est vrai. ultra dur parce qu'en fait, c'était diffusé nulle part et ils filtraient tout ce qui sortait en France. C'est-à-dire que tu faisais un streaming quelque part, tu te faisais mais démonter. Et d'ailleurs, j'ai pris Netflix principalement parce qu'il y avait Rick et Morty dessus. Ok. Maintenant, j'ai plus Netflix parce que Rick et Morty c'est dispo sur Amazon Prime et en avant-première. Netflix a genre 1 ou 2 saisons de retard, je crois, à chaque fois. Ouais. Mais du coup, à l'époque, j'ai pris ça pour Rick et Morty et pour BoJack Horseman. Je suis fan de dessins animés, je suis un enfant, j'ai 3 ans. Je suis fan de cartoon. Mon nom c'est Moxtoon, genre. Ouais, littéralement. Voilà. Et du coup, j'étais très hypé par la série. Et en vrai, j'étais content parce que pour une fois, c'est partie de ces séries où j'étais très hypé de les voir et où j'ai pas été déçu en les voyant. Ça m'arrive souvent que ce soit l'inverse. Ouais. Et voilà. Et moi, j'ai beaucoup kiffé. Surtout le personnage de Evil Morty, c'est lui qui m'a fait aimer la série. C'est juste tatoué sur le bras. Ouais. Qui est un personnage qui rajoute beaucoup de profondeur en fait à la série. Parce qu'en fait, justement, Rick et Morty, ça fait partie de ces séries qui sont plus profondes qu'elles en ont l'air. Il y a un lore de malade mental sur Rick et Morty. Bah écoute, on va encore dire le mot qu'on dit à chaque fois pour parler des séries du moment, le multivers. Multiverse. Mais Rick et Morty, c'est l'avantage d'avoir été fait avant. C'était avant que ça pète. C'est vrai. C'était avant que ça pète. Ok, ça marche. C'était au tout début. Ça marche. Mais du coup, ce que je voulais ajouter, c'est que c'est un bon multivers en vrai. Parce que c'est pas genre un multivers où t'as une version. Ah, c'est une version de Morty où il est blond. Bah, je crois que ça existe, mais c'est juste pour faire une blague. Il y a des versions où c'est vraiment des personnages totalement altérés. Genre, il y a la version intelligente de Morty et bête de Rick, qui est littéralement l'inverse de leur version de base. T'as des versions genre, je sais plus exactement, mais du coup il y a un Rick tournevis et un Morty marteau. Bah voilà, c'est juste pour des blagues, des trucs comme ça. Mais il y a des bonnes versions comme Evil Morty, comme t'avais dit, mais j'en ai pas d'autres en tête. En fait, c'est que t'as pas vu du coup les dernières saisons. Oui. Dans les 2 dernières saisons, on a introduit un personnage qui s'appelle le Rick Suprême. Je vais essayer de pas trop spoiler parce que ça arrive quand même assez tard. Et en fait, il faut savoir que Rick et Morty, il y a 2 sortes d'épisodes. Je dirais peut-être même 3. En gros, t'as les épisodes qu'on pourrait qualifier de filler. Bon, en gros, c'est une aventure classique et il se passe pas grand-chose. Et t'as des épisodes qui sont plus type scénario, c'est-à-dire qu'ils vont faire des liens par rapport aux anciens épisodes, qui vont marquer, etc. Et en fait, il y a toute une trame scénaristique autour d'un personnage qui s'appelle du coup Evil Morty, c'est lui qui m'a fait kiffer la série, et qui en gros est un espèce de Morty mais ultra intelligent, qui en veut après Rick, mais on sait pas pourquoi, etc. Et en fait, cette trame, elle va se développer au fur et à mesure de la série. Et on y suit notamment du coup un personnage qui va arriver dans la saison, je crois que c'est la saison 6, donc l'avant-dernière, qui s'appelle Rick Suprême, et qui serait apparemment lié au Rick que nous on suit, et c'est lui qui aurait foutu la merde un peu dans toute la temporalité, etc. Donc en fait, effectivement, il y a toujours plein de versions différentes de personnages qui sont introduits, qui sont super intéressants, mais effectivement, c'est le principal aspect de Rick et Morty, c'est le multivers. C'est vraiment le truc de Rick et Morty, c'est ça. Ça marche. Voilà. Et donc, vu qu'on parle de ça au global, il faut que je parle des sujets qui fâchent. Parce qu'effectivement, Rick et Morty, autant je suis très fan des premières saisons, autant au milieu de la série, ça a commencé à être un enfer. Je pense que c'est pour ça que j'ai dû arrêter un peu. Ouais, parce que du coup, on est parti sur des épisodes un peu plus humoristiques, mais en plus pas si drôles, je trouve. Et surtout, il y a eu des bails, mais très très sombres, que ce soit avec la série comme avec les créateurs. Oui. Attends, c'est les créateurs du coup. Alors ils sont 2, un des 2 qui est problématique. Ok, l'autre ça marche. est ok. Ouais. Alors par contre, j'avoue que je sais plus c'est lequel des 2. De ce qu'on sait en tout cas. Ouais, de ce qu'on sait en tout cas, effectivement. Je sais plus c'est lequel des 2, donc je vais pas donner le nom. Moi aussi à chaque fois j'oublie, mais c'est le doubleur principal. Ouais, c'est celui qui fait le doubleur de Rick. Et Morty en même temps. Il fait peut-être le. Je crois qu'il fait les 2. Je sais plus. En tout cas, c'est un des 2 créateurs, donc je sais plus. Donc je dirai pas le nom parce que du coup je sais pas lequel c'est. Mais il y en a un des 2 qui déjà celui qui écrivait les épisodes les plus cringe de la série.
Notamment, je pense à le premier épisode où je me suis vraiment dit que Rick et Morty, c'était peut-être en train de partir en couille. C'est un épisode où Morty demande à Rick de lui offrir un dragon de compagnie. Ça va partir très loin, attention. Ok. Rick, qui est en train de te saouler par son petit-fils, lui dit « Ok, tu veux ton dragon, je vais te le chercher, petit connard, va !» Et il va dans un univers où les dragons, du coup, existent. Multivers, encore une fois. Il ramène le dragon à Morty, ils font un pacte en disant voilà, maintenant le dragon il appartient à Morty, nanana, ils deviennent copains, et en gros le dragon il est forcé d'être pote avec Morty qui veut être pote avec lui, le dragon qui n'a pas envie d'être pote avec lui, ils sont blasés, Rick il est là genre les dragons c'est vraiment un truc de con, moi je veux pas être pote avec un dragon, et au final ils se retrouvent pote avec un dragon. Sauf qu'en fait au fur et à mesure de l'épisode tu te rends compte qu'ils sont potes plus. Parce qu'en fait comment ils font pour se connecter les dragons aux humains? Par la pensée, ils font du sexe, littéralement. C'est pas vu... C'est pas littéralement du sexe, mais ils te font très bien comprendre que c'est du sexe. Mental. Et du coup, il y a un épisode où un gérontophile fait l'amour avec un dragon. Un quoi? Un gérontophile, c'est une personne très vieille. Rick, qui est très vieux. Donc, oui. Rick fait l'amour avec un dragon, par la pensée. Et ça, c'était écrit par l'un des deux le gars qui est créateurs. problématique. Ouais, Voilà. problématique. N'oublions pas non plus les délires bizarres où un des personnages principaux de la série couche avec son propre clone. Bon, à la limite, ça reste encore à peu près ok. Alors, tu vois, je comprends. Mais en même temps, je me dis, j'écrirais pas ça. Ouais, voilà, c'est très bizarre. Et du coup, ce mec, on a découvert que, c'était évidemment, encore une fois, je vais pas dire le terme, mais on sait tous de quoi on parle. Ouais. Dans le milieu de l'industrie du cinéma, maintenant, est-ce que ça devient pas un peu... Ouais. J'ai envie de dire... Avec toutes les révélations à Hollywood. Ouais, voilà. Et alors là, par contre, pour le coup, très bonne initiative des créateurs de la série, ils l'ont viré, instant. Bah, carrément. Ouais. Il s'est fait dégager. Parce et donc, que moi, ouais, vas-y. Vas-y. Non, j'allais dire, j'ai pas toutes les infos. Je sais, j'avais entendu dire que c'était un horrible personnage, je savais pas pourquoi. Mais voilà. Et voilà. Et donc ils l'ont dégagé de la série, donc très bonne vibe, et il était dégagé au cours de la saison 7. Et justement, la saison 7, pour le coup, elle a des vibes des premières saisons. Donc là, on est vraiment sur une série qui arrive à switcher entre très bons épisodes. Serious Business, les épisodes marrants, ils sont vraiment marrants. Et pour le coup, les personnages redeviennent cool et des vrais arcs narratifs intéressants qui sont revenus. Tant mieux, ça va pour le mieux. Donc j'espère que ça va être cool par la suite parce que par contre, en vrai, tu regardes la dernière saison, Rick et Morty, c'est fini techniquement. Enfin, je veux dire, l'arc narratif principal est terminé. Donc j'ai aucune idée de ce qu'ils vont faire pour la suite. Mais en tout cas, c'est revenu sur le bon vibe. Donc j'ai vraiment espoir que les prochaines saisons soient vraiment cool. Si je devais vous conseiller de regarder Rick et Morty, je dirais matez les premières saisons. Ensuite, renseignez-vous, parce que je les ai plus en tête, mais sur les épisodes principaux, c'est-à-dire avec Evil Morty, pour avoir la trame principale vraiment, qui est cool. Récemment, je me suis fait ça en fait. Je me suis fait la série, mais en m'attendant juste les épisodes, la trame principale. Ouais. C'est un bonbon. Vraiment, c'est trop bien de suivre ces épisodes-là. Ça marche. C'est trop cool. Et puis après, reprenez à partir de la saison 7, qui du coup, pour le coup, est vraiment bonne. La saison 7 est vraiment cool. Ça marche. Et voilà. Pas grand-chose d'autre à dire sur Rick et Morty, mais juste, il faut mater, c'est trop cool. Ouais. Mais mater avec précaution. Genre, renseignez-vous sur ce que vous regardez sur Rick et Morty, quoi. Genre, je trouve. Après, c'est comme tous les cartoons du même genre. Je veux dire, il y a des épisodes qui sont moins bien que d'autres. Mais je trouve que dans Rick et Morty, pour le coup, c'est soit les épisodes sont vraiment masterclass et tu kiffes, soit ils sont vraiment cringeants. Et moi, des fois, ça m'a presque donné envie de lâcher la série, quoi. C'est un peu comme les Bounty. C'est soit t'adores, soit tu détestes. C'est ça. Il n'y a pas de milieu. Il n'y a pas d'entre les deux, quoi. C'est soit les épisodes vous allez kiffer, soit vous allez détester. Donc, je vous conseille de vous lancer dedans, mais avec vraiment à côté, vous prenez un wiki, quoi, genre pour vérifier les épisodes. Ouais, genre tapez sur Google Rick et Morty filler. Et voilà. Ou leur trame principale. Ouais, c'est ça. Voilà, voilà. Vous trouverez votre petit chemin. Exactement. Moi, un petit truc axé Rick et Morty, mais pas trop. C'était un jeu, du coup, auquel j'ai joué sur le Game Pass de la Xbox. Oui, High on Life, non ? High on Life, ouais. Ça a l'air trop bien. C'est genre juste trop bien. Ça a l'humour de Rick et Morty, ça se déroule dans notre monde, mais dans l'espace. En gros, il y a des aliens qui débarquent sur Terre pour littéralement fumer les humains, parce que les humains pour eux c'est de la drogue. Du coup ils volent les humains du monde et ils s'en servent comme drogue, et c'est débile. Et du coup toi t'es un personnage principal, tu crées déjà ton apparence, sauf que tu te vois jamais, donc ça c'est une petite blague marrante, tu vois. Et à un moment tu chopes un flingue, et c'est un flingue qui parle, et tout le long du jeu il te parle. Et il est saoulant, je crois. Il est saoulant, mais en vrai moi ça me faisait trop rire, du coup ça m'a pas dérangé. Et du coup, là où je voulais en venir, c'est que ce flingue est doublé par la personne qui est problématique de Rick et Morty. J'ai bien rigolé dessus, mais en sachant le personnage que c'est, voilà. Après tu peux, j'ai envie de te dire, ça reste de l'humour. Oui, c'est sûr, mais du coup je sais pas si... Tu recommandes ? Non, recommander si en vrai, parce que ça... Après, en vrai, mais si les gens ont envie de boycotter le gars, ils ont pas juste mettre le jeu en VF. Ouais, c'est vrai. En vrai, le jeu est bien.
En vrai, j'ai joué sur le Game Pass, du coup, je l'ai pas payé, donc ça va. Tu savais qu'il y avait eu un autre jeu qu'ils avaient fait aussi avant. Oui, mais je sais plus le nom. Trover Save the Space. Ouais, c'est un genre VR, je crois. Alors c'est un genre VR, mais moi j'ai joué sans la VR. Ok. J'ai joué sans la VR, c'est plutôt sympa. Ça marche. C'est le même concept. Donc Ça marche. c'est plutôt aussi débile. Mais du coup, ce que je voulais, là où je voulais en venir, c'est, je sais pas si ce mec qui a doublé le flingue était encore avec Rick et Morty à ce moment-là ou pas, ou si c'était juste après. Je crois que c'était pendant la sortie du jeu que les dramas sont arrivés. Ok. Donc à mon avis, ça a dû se chevaucher, genre ils avaient pas trop le choix de sortir le jeu parce que je pense qu'il y avait des deadlines et ils Oui, se sont oui. dit, bah, c'est tout, on sort quoi. Et du coup, je me demande si ce mec il a du boulot maintenant. J'en sais rien. En tout cas, je pense que les studios de Rick et Morty l'ont boycotté, ça c'est sûr. Après, Oui, ce qu'il a oui, trouvé ça, ailleurs, oui. je veux dire, ça reste Hollywood quoi, donc je pense qu'ils Ouais. ont pas de race. Si le gars a des bonnes idées, ils vont le garder. Ouais, pour avoir vu un documentaire récemment, ouais, c'est pas compliqué de retrouver du trou. Il va du sûrement bala- faire partie du fandom de Sonic. Ouais. Ouais, ce que j'allais dire, c'est pour avoir vu un documentaire récemment, retrouver du travail quand t'es un pédophile à Hollywood, c'est pas compliqué. Ouais, vraiment, c'est assez simple. Et petite info en plus, on parle de jeux vidéo. Tu sais qu'il y a eu un jeu mobile Rick et Morty. Alors, je crois que je l'avais téléchargé à Je l'époque. crois que c'est moi qui t'avais fait télécharger même. Ouais, c'est une sorte de Pokémon. Ouais, il était grave cool, j'avais bien aimé. J'aimais bien, Mais c'est devenu trop pay to win. comme tous les Faut jeux. payer pour avoir tous les trucs. Mais Ouais. il est sympa. Genre franchement, tu as quelques minutes à perdre, c'est cool. Le concept est vraiment drôle. En fait, Ouais. t'as un Rick qui va chasser des Morty comme des Pokémon. Ouais. J'aime bien, c'est rigolo. Ouais, c'est marrant. Et Ouais. pour parler de jeux également, Rick et Morty, jouable dans Multiversus. C'est vrai. Un C'est- free-to-play, du Ouais. coup, un peu pay-to-win, mais pas trop, parce que ça va. Bah, Rick et Morty, j'ai l'impression que ça devient un peu une certaine égérie quand même. Hein. On les voit un peu partout, je trouve. Bah, on les voit un peu partout, il y a des posters. Enfin, toi, Moi, je suis très fan, donc posters, ouais. forcément. Mais quand tu vas dans un Micromania, tu vois des t-shirts, tu vois du merch, tu vois un peu de tout. Ouais. Oh, la moto, là, oh. Et oh, et vous me promettez. Bref. Mais ouais, Rick et Morty, c'est un peu- je crois même que Rick et Morty, je crois que ça doit faire partie des sapes Primark que je vois le plus. Oh, Et pareil pour Bershka, genre, c'est vraiment les deux boutiques qui ont toujours ça, genre. ouais, donc le truc bien bon pour l'environnement. quoi. Ouais, exactement. Eh, mais il s'en sort avec sa moto, le gars. Il est Et parlant le avec mec, sa il fait le moto. tour, il fait le tour de la ville. Bon, alors, bref, nouveau sujet, non? Nouveau sujet, On va bah, tourner, écoute, on a 25 minutes sans montage. C'est toi qui as pioché, donc c'est moi Ouais. qui pioche. J'aime bien quand tu dis ça parce qu'en plus, genre les gens ils vont sûrement être à des genre 19 minutes de vidéo. tu vois. Qu'est-ce qui se passe? Comment ça ils ont skippé 6 minutes? J'ai encore de la BD. Ah, bah, encore. C'est un enfer. Alors, Je crois écoute. que En fait, je crois que j'ai pris des papiers, je suis dans ma bibliothèque et j'ai noté vraiment tout ce qu'il y avait dans ma Je te jure. bibliothèque. T'as pris une feuille de papier, t'as regardé, t'as fait. Après, c'est une BD cool. Ouais, bah, comme toutes tes BD quoi. C'est Black Sad. Ah, bah voilà, Black Sad. Ça va, tu Mais connais. c'est pas une BD, c'est un comics. Non, Alex. c'est une BD. Quoi? Mais c'est américain. C'est pas Mais quoi? c'est Hein? espagnol, Black Sad. Ah bon? Ah, je crois que c'est. Le dessinateur est espagnol. Alors. Diaz Canales Et. y Garnido. Garnido, si, vale. Les éditions d'Argo du coup. Il me semble que c'est espagnol. Nouvel album le Éditions 3 novembre 2023. Oh, Donc, je l'ai. Alors Black Sad, qu'est-ce que c'est? C'est une de mes BD préférées. ouais, et du coup, pour ceux qui savaient pas, j'étais en train de lire un poster qui Ouais, est juste je- devant mes je- yeux, c'est pour ça. Bref. Du coup, c'est une de mes BD préférées. Le concept, c'est un polar avec des personnages anthropomorphiques. Alors, anthropomorphiques, c'est-à-dire que c'est des animaux qui ressemblent à des humains. Tu serais pas un furie, Alexis. Dans les furies, mec, c'est Mmh. passion. Remets-moi un scotch. Alors, ça tombe bien que tu parles de Scotch parce qu'en plus, ça colle bien Ouais, à c'est pour l'univers ça. de Black Sad. On est vraiment sur un polar type années 60, 70, genre vraiment. Je dirais même 40, non? Ça se passe, alors, ça se passe après la guerre. Film noir des années. Parce que du coup, c'est un peu. Ouais, ça, c'est un film noir, mais ça se Mm. passe après la guerre. Ok. C'est littéralement, c'est dit dans le truc que Ouais. le personnage principal, il a fait, je crois pas qu'il a fait l'armée, mais en tout cas, ils font des refs à la guerre dedans. Très bien. Et du coup, c'est une œuvre d'anthologie, je crois que c'est comme ça qu'on dit, d'anthologie, dans le sens où chaque livre peut se lire indépendamment les uns des autres. Ah, c'est bien ça. Alors, il y a un mini fil rouge dans le sens où il va dire, par exemple, ah, ça me rappelle quand j'ai fait telle enquête. Mhm. Mais sinon, globalement, en vrai, tu peux commencer par le 5 sans avoir lu le 1, ça va pas te bloquer du tout. Très bien. Et donc on y suit l'inspecteur John Blacksad, John Black. qui est un chat noir, détective privé. J'insiste sur chat noir parce que c'est important dans l'histoire, D'accord. malheureusement, j'ai envie de dire un peu. Et Après, qui ça a- doit être un sujet de société aussi. Hein, Ouais, je mais pense. de toute façon, c'est très, Oui. très. C'est vraiment le principal truc de Blacksad. Ça marche. Qui est un détective privé, du coup, et donc à chaque tome, une enquête, tout simplement. Très bien. Pas compliqué.
ça casse pas trois pattes à un canard en termes de. Et c'est marrant parce qu'il y a des animaux. Non, des animaux dedans. Ça casse pas trois pattes à un canard en termes de. Je crois que j'ai dit n'importe quoi sur ma phrase, mais en termes de scénario, ouais, alors, les enquêtes sont très bien faites, on prend plaisir à les suivre de A à Z, là, c'est pas un souci, mais juste ce que je veux dire, c'est que ça va pas te transcender. Tu vas pas être. C'est un truc de détective, quoi. Il y a aucune intention, comme un Carbo Decision par exemple, de vouloir te remettre en question sur des trucs et tout ça. Ouais, c'est là, il y a ça, un meurtre ou un truc du genre, il faut le résoudre. Ok. C'est ça. Je dirais que les gros points forts de la série, c'est déjà, point fort numéro 1, obligatoire que tu repères tout de suite, le dessin. J'allais le dire. C'est vraiment, c'est magnifique. Black Sad, c'est à peu près un album tous les 2 ans, je crois, parce qu'ils prennent vraiment 2 ans à dessiner. C'est tout en aquarelle sur un format, alors je confonds toujours A3 ou A5, c'est le plus grand des deux. C'est le format A3, donc sur un format A3. Pour l'avoir vu dessiner en live, enfin pas en live IRL, mais en live Twitch. Ouais. J'ai pété mon crâne, je me suis dit je vais arrêter le dessin. Je vais arrêter le dessin. Ok. C'est pas possible, il est beaucoup trop fort. Alors vraiment, il est légendaire. Il est tout seul à dessiner ? Il est tout seul à dessiner. Alors par contre, j'ai oublié lequel était dessinateur. Je crois que c'est Garnido le dessinateur. Ouais. Et Diaz Canales au scénario. Ouais, ça marche. Je crois. Ok. Et oui, il est tout seul du coup. Bah purée. Et c'est juste un monstre. En fait, genre, je pense que tu prends n'importe quelle planche de Black Sad, tu l'encadres, ton mur est remanié, il est magnifique. Bah super. Et ça prend un temps fou, parce que pour l'avoir vu en live, du coup la planche qu'il a fait c'était une planche classique avec il y a un peu de flou dessus. Je crois que ça avait pris genre dans les 12 heures. Une planche. Et ben ouais. Et ça m'étonne qu'il arrive à sortir ça en 2 ans, tu vois. Ouais. Bah, après c'est pas beaucoup de pages, hein. Black Sad c'est environ 50-60 pages je crois. Bon, tu fais vite le calcul, 12 heures x 60. Oui, c'est pas mal. Ouais, voilà, c'est quand même pas dégueu. Au premier point fort de la série, c'est ça, du coup. Le dessin qui est clairement ouf. Ensuite, tu peux ajouter les scénarios qui sont quand même si, effectivement, ils sont pas intention de te retourner le cerveau, les histoires sont quand même très cool à suivre. Et surtout, ce que j'aime beaucoup, c'est que chaque volume a son thème. Par exemple, il y a un thème qui, je crois que c'est le second préféré, qui s'appelle Arctic Nation, qui est, je crois, le tome 2, où on suit une enquête dans un quartier, c'est le Queens. C'est Queens. Okay. C'est pas comme ça qu'il appelle, c'est le Queens. Oui. Où du coup c'est un quartier qui est très défavorisé avec plein de problèmes. Enfin, alors pour ceux qui savent pas le Queens aux États-Unis, je sais pas si c'est toujours le cas aujourd'hui, mais en tout cas à l'époque c'était considéré comme étant genre le quartier où il fallait pas aller. Ouais. Aux States. Je crois que ça s'est un peu rédemptionné. Depuis. Ouais, je pense que c'est un peu calmé. Un peu mieux, mais à l'époque le Queens c'était un endroit où il fallait pas traîner. Ouais, c'est craignos quoi. Oui, c'est ça. Et donc on y suit l'histoire d'un personnage qui a été retrouvé mort au milieu de la rue. Et du coup, l'inspecteur Black Sad va enquêter là-dessus et se rendre compte que, étrangement, la personne qui a été pendue au milieu de la rue, c'est le seul oiseau noir d'un quartier entièrement blanc. Et il va se dire, il est un peu bizarre. Et il va enquêter dessus, il se rend compte qu'au final, effectivement, il y a le Ku Klux Klan dans Black Sad, voilà. Je le dis, je pense que je vais censurer ce mot, je pense. C'est peut-être une meilleure idée, j'en sais rien. Je sais pas si YouTube tu risques de te faire striker, j'en sais rien. Enfin bref. Voilà, donc du coup voilà, il y a le tome 2 qui parle de ça, et on a le tome, je crois que c'est le tome 4, j'ai oublié le nom du tome, qui lui est considéré comme étant le meilleur tome de Black Sad par la plupart des fans, c'est celui-là le meilleur, qui lui parle de nucléaire. Donc en fait il va enquêter sur un poète qui a disparu, et qui va se rendre compte qu'en fait le poète était un activiste écologiste, qui luttait contre du coup l'utilisation du nucléaire, et ça fait partie des gros thèmes. Donc voilà, en fait vous avez plein de thèmes différents. Ça marche, trop bien. Là, le dernier volume qui est sorti, donc c'est un tome double. C'était une grosse annonce qu'on sortit, parce que du coup, c'est la première fois qu'on avait un tome double avec Black Sad, donc 5 et 6. Et le thème, c'était l'industrialisation, en fait. Et voilà, ça c'est plutôt cool, du coup. Chaque volume a vraiment son histoire à raconter, son thème, sa version et tout. Il y a un tome qui a un road trip. Voilà. Enfin, ouais, il y a un tome, c'est un road trip d'un point à un autre, où en fait, Black Sad doit livrer une caisse, il va se faire voler cette caisse, donc il va essayer de la retrouver et tout. C'est super cool, genre vraiment, chaque tome a vraiment son identité. Et ça, j'aime beaucoup. Voilà. Et puis l'ambiance. Black Sad, c'est fou, quoi. Tu lis Black Sad, t'as envie d'avoir un petit air de jazz en fond avec ton petit scotch sur le côté, quoi. C'est vraiment, t'es transporté dans l'univers de Black Sad, quoi. C'est vraiment, vraiment très très cool. Trop bien. Et notamment, je parle d'ambiance et je parle de musique, puisque Black Sad a une adaptation en jeu vidéo, qui a malheureusement eu un très mauvais démarrage parce que c'était un des jeux les plus buggés
Oui, à la sortie. tu peux en témoigner. Et je peux en témoigner parce que moi je l'ai acheté Day One, et d'ailleurs c'était même un enfer parce que le jeu je le voulais en collector et que le collector il est sorti après, mais qu'ils ont prévenu personne de la sortie du collector et du coup j'arrivais pas à le trouver et en fait on m'a dit que c'était annulé, mais en fait c'était pas annulé, c'est quand même sorti en collector, mais du coup quand le collector est sorti, les réservations étaient déjà prêtes Oh là et là. du coup j'ai pas eu mon collector, donc en fait j'ai juste le seum parce qu'il y avait une figurine à côté et faut savoir que les figurines de Black Sad ça coûte à peu près 46 couilles. Et du coup, j'ai un peu le seum parce que je voulais absolument la figurine de Black Sad que j'ai pas eu au final. Ben écoute, un jour peut-être. J'étais un peu dégoûté. Mais en tout cas, aujourd'hui le jeu a été patché 1 milliard de fois. Et il est jouable. Il est carrément jouable. Génial. Et il est très 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 cool. Bon alors forcément, vu le concept du jeu, on se doute bien, c'est un Telltale. Ah bon? C'est pas le sujet de Telltale, mais c'est le concept. Quoi. Oui, mais c'est The Wolf Among Us. Quoi. Ouais, voilà. Donc le délire, c'est que c'est une enquête qu'on va réaliser au fur et à mesure avec plusieurs fins possibles, qui sont très cool. Et bah franchement, GG à l'équipe qui a fait le jeu parce que l'ambiance, elle est topissime. Genre vraiment, tu démarres le jeu. En fait, il y a une vibe Hélène Noire. Je sais pas si. Je pense que j'en veux connaître quand même, c'est un gros classique jeu vidéo. Oui. Il y a une grosse vibe Hélène Noire dans l'ambiance, et ça c'est super respecté. Tu démarres le jeu, t'as une petite ambiance un peu jazzy, ton perso qui fait ses monologues, très référencé d'ailleurs le jeu. Il y a plein de personnages qui reviennent, des bouquins. Ok, trop Il y a plein cool, de petits clins d'œil, du genre tu fouilles une baraque et tu vas retomber sur un album qu'on voit dans un des tomes. Ok. Ouais, il y a la caisse du road trip elle est dans le jeu et tout. Enfin, il y a plein de petits clins d'œil aux jeux vidéo, ça, c'est cool, à la ça. BD qui sont très C'est cool. cool. Ouais, et les fins sont vraiment sympas et tout, et c'est très cool. Et je reviens à l'autre truc qui me frustre énormément. Il y a eu des rumeurs d'une adaptation en série, Ok. en animation. Et Les rumeurs sont arrivées en 2015 ah ouais. et on est en 2024 et il n'y a toujours aucune news. Ça fait 9 ans. Ça fait 9 ans et ça me fout grave le seum parce que je pense que si c'est fait par un bon studio qui a les bons moyens, ils peuvent faire mais genre un classique. Ils peuvent prendre un classique. Clairement. Et vraiment ils prennent un classique de fou. Et voilà. Donc j'ai dit tout ce que j'avais à dire globalement. Bah super. Ah oui, ça c'est purement personnel mais ça me rend fou. J'ai un tatouage de Black Sad. Oui. Sur le mollet. Ah. Pitié, ok. lisez Black Sad parce que j'en ai marre que les gens me disent il est trop bien ton Batman. Parce que c'est un chat noir avec des grosses oreilles donc ils pensent que c'est un Batman. J'ai envie de tout casser. Ouais. Je me suis rendu compte, genre, instant genre. Ah ouais, c'est vrai. On est allé au zoo récemment, il y a un mec qui a reconnu le tatouage, il a fait trop bien le Black Sad. J'étais là genre putain, enfin un mec qui le reconnaît. Quoi? C'est bizarre comment t'as dit Batman. Ouais, c'est fou, j'ai entendu Batman comme ça avant. Mais bref, vraiment lisez Black Sad, c'est un gros... Après je pense honnêtement que si on a des auditeurs qui lisent de la BD, j'espère en tout cas, parce que tout le sujet que je fais, ils doivent connaître au moins le nom Black Sad, ça reste quand même Oui, bah c'est visuellement reconnaissable. très populaire, c'est Oui. vraiment très très connu. Mais pour les petits gens qui n'auraient pas lu, bah, j'espère que ça vous a donné envie de lire, parce que voilà. c'est vraiment très très bien. Encore une petite recommandation BD de la part d'Alexis. Exactement. Un Sur un nouveau sujet. Petit quatrième, ce Un sera petit quatrième. je pense Allez, le dernier. Je pense que ce sera le dernier. Alors, fruche. C'est une petite BD encore. J'espère que c'est pas une BD. Oh là là. Alors, petite ellipse. Après avoir tiré le sujet, on s'est rendu compte que c'était un sujet beaucoup trop vaste pour un petit épisode. Enfin, pour un épisode où il y a déjà 3 sujets avant. Donc, je pense que je vais tirer un nouveau sujet. On le remet dedans et on le repioche au pire. Non. Ou tu veux qu'on fasse. Je pense qu'on fera le suivant juste après. Ok. Je vais tirer un véritable sujet, cette fois-ci, en espérant que ce soit pas un sujet de 4 km. C'est des ados. Alors, ça c'est un des tiens, et j'imagine que c'est une BD. Oh. Veille. Ah, c'est un manga. Ça change. Je ne connais pas du tout. Ça change. Ah ben, c'est trop bien. Bah, tu sais quoi? Je vais aller te chercher maintenant pendant que. Bah attends, tu sais quoi, Tu vas aller chercher? Il est où? Alors, normalement, Veille, il doit être au-dessus de mes coffrets Jojo. Si je dis pas de bêtises. Veille, exactement. Ouais. je Alors, prends le tome 1. pourquoi je dis à Maxime d'aller le chercher? Parce que Veille, je l'ai surtout mis dans la liste, parce que visuellement, il faut que j'en parle. Ok, je vois, tu m'en avais dit. J'en ai parlé à plein de gens quand j'ai découvert, parce que c'est une dinguerie. Ouais. C'est. Juste. C'est. Je l'ai sous les yeux du coup. C'est vraiment très beau. C'est très fancy. C'est élégant. C'est. Oh, c'est. Je pense que élégant, c'est le terme, ouais. C'est visuellement plaisant. L'ambiance à l'intérieur, c'est doux, c'est C'est trop bien. coloré mais un peu épuré. C'est juste beau en fait. Ouais, c'est trop beau, Veille. C'est vraiment, c'est magnifique. Alors en fait, Veille, qu'est-ce que c'est? C'est un manga qui a été imaginé par une autrice qui s'appelle Koteri. Alors, l'histoire de Veille, elle est très cool. Parce qu'en fait, faut savoir que Koteri, à la base, elle vient des réseaux sociaux.
Et Ok. en fait, elle a dessiné, sur Twitter, elle a dessiné une petite histoire. Toutes les semaines, t'avais ton petit strip de 2 personnages, qui sont donc une jeune femme blonde aux yeux fermés, qui a l'air très élégante, et d'un monsieur qui semble être un policier, avec... alors, ça semble être un russe, parce que c'est des déguisements, enfin c'est un uniforme de policier russe. Et en gros, il y a une amourette, mais ils sont pas ensemble, ils se cherchent, mais ils sont pas amoureux, etc. Enfin, c'est voilà, c'est une petite romance un peu, Je vois. un peu visuelle. Et en fait, elle a sorti ça sur Twitter, elle a sorti ses petits strips, ça a cartonné. Ouais, vraiment un truc de fou. Bah, trop bien. Donc forcément, il y a un éditeur qui est venu la voir, qui a dit « tu veux pas adapter ça en manga ?» Ok. Du coup, elle a dit « Ok !» De façon japonais. « Ok !» Ok. Exactement, c'est très raciste ce qu'on veut faire. C'est pas raciste. J'en sais rien de faire d'accent. Les Japonais, ils aiment bien justement qu'on C'est imite leur accent parce que ça leur montre qu'on essaye. D'accord, si tu le dis, je te crois. Voilà, j'ai entendu ça, je sais plus où. Et donc on lui a proposé d'éditer ça, donc elle l'a fait, ça s'appelle Veille. Et donc c'est quoi l'histoire de Veille Et bah du coup c'est l'histoire de... Alors ils ont des noms, mais la plupart du temps on les appelle elle ou lui. Ok. Et du coup j'avoue que j'ai oublié leur nom du coup à cause de ça. Température et orange. Non, c'est le nom du tome ça. Donc J'imagine le perso qui s'appelle Température le san. Température orange. Et donc elle, c'est une jeune bourgeoise qui a fugué de chez elle, qui est aveugle. Et lui, c'est un policier qui a retrouvé elle dans la rue, dans un escalier. Il y a un croissant fourré au fromage. Alors oui, parce que Cotteri est une grande fan de la France. Ok. Notamment, elle a bossé pour beaucoup de marques de mode françaises. Bah, ça se Et voit. là, il y a du Gucci, effectivement. Ça se voit en effet, avec les illustrations qui sont à l'intérieur du tome entre les chapitres, on Ouais, dirait. alors justement, je vais venir après de C'est la composition du manga. Juste magnifique, quoi. Et donc, voilà, donc Cotteri. C'est trop beau, mec, c'est trop beau. Plus il ouvre les pages, j'ai envie de relire. Incroyable. C'est trop beau. Je te les prête, mec, hein, si tu veux. Pourquoi pas. En vrai, là, j'ai sous les yeux la scène 14 qui est justement un chapitre, donc chapitre 14 qui est très, qui me rappelle vachement les affiches de films très anciennes qui étaient faites en peinture, qui étaient faites en peinture du coup, qui représentaient l'affiche du film quoi, genre les années 40 et tout. Ouais, c'est trop beau. Franchement, c'est fou. Et du coup, en fait, le policier va retrouver la bourgeoise dans un escalier et lui dire bah écoute, je viens t'héberger, t'as pas de maison, je vais te prendre avec moi. Et donc en fait, il y a une amitié qui se lie et comme je l'ai expliqué en fait au fil des tomes, je sais pas trop ce qu'ils se cherchent, tu sens qu'il y a clairement une alchimie, mais Ça marche. ils vont pas se mettre ensemble, Oui. ils sont amis, etc. Donc en fait, la composition de Veille est folle, puisqu'en fait, le concept de Veille, c'est que c'est des chapitres de manga classique, c'est 20 pages, et il y a 10 pages qui sont des strips. Par contre, ce sont des strips parce que ça suit quand même. Oui. Mais en gros, c'est une mini-histoire. Par exemple, c'est vraiment, c'est bateau. Hein. C'est par C'est un exemple, peu slice of life quoi. voilà, c'est du slice of life. C'est clairement du slice of life. Et c'est par exemple, elle veut se faire un café, et comme elle est aveugle, elle peut pas, donc lui, il va lui faire son café, par exemple. Et 10 autres pages qui sont uniquement des illustrations des 2 personnages. Ok. Et ce que j'adore dans Veille, c'est qu'il se passe rien, mais il se passe tellement de trucs. En fait, c'est du slice of life, je me suis dit, c'est vraiment, il y a rien qui avance dans l'histoire. Bah ça c'est un peu ce qui se passe dans la vie en fait. Ouais, mais c'est trop beau à suivre et le fait d'avoir juste les illustrations, ça t'a fait t'attacher au personnage en fait. Tellement elles sont belles. En fait, Ouais. je pense que Veille, ça doit être le manga sur lequel j'ai passé le plus de temps à phaser sur des pages. À genre guetter tous les petits détails. Même sur Dreamland, je l'ai pas fait, tu vois. C'est Mhm. vraiment Veille, Ouais. En fait, c'est-à-dire que Veille, moi j'ai découvert grâce à un tweetos, un ami à moi. Son pseudo c'est. Alors je vais pas le dire, c'est Antia sur Twitter, je crois. Je te trouverai le lien, tu le D'accord. partageras. Qui voulait faire un projet de fanzine Veille. Et au plus, je crois que je suis un connard parce qu'il m'avait demandé de participer et j'ai même pas participé. Je crois, je lui avais dit oui et au final j'ai rien fait. Bah il est peut-être temps de s'y remettre. Si jamais c'est toujours en cours, pourquoi pas. Et il m'avait dit. Et en fait, moi je lui ai dit, moi je suis chaud, mais par contre je connais pas. Alors je connaissais 2 noms, tu vois, mais j'avais pas lu. Et du coup il m'a dit, pas de soucis, je t'envoie le PDF. Il m'a envoyé le PDF du tome 1, j'ai lu 3 pages, j'ai commandé les 4 tomes. Oh, Instantanément. wow. Vraiment. J'ai dit, je veux absolument lire cette dinguerie dans la bibliothèque. Et j'étais pas prêt. Genre, franchement, je pense qu'aujourd'hui, c'est dans mon top 10. D'accord. Et pourtant, Franchement, alors, mon top 10 change souvent, tu le sais. Oui, Je pense que c'est dans mon top 10 inchangeable. ça marche. Voilà. Clairement, je vois mal comment je peux mettre Veille. Alors après, j'avoue, hein, il est pas premier non plus. Hein. Oui, non mais Mais c'est clair. Veille, c'est juste monstrueux. Et surtout, la qualité du manga en France Mhm. est folle. Les pages sont en couleur, papier glacé, Oui, elles sont bien rigides ouais, en plus. bien rigides. Là, je Les l'ai tomes en main. sont assez épais. Enfin, épais, c'est plus gros qu'un manga classique, quoi, je veux dire, en termes de Ouais. taille.
Et ouais, non, c'est vraiment beaucoup trop bien. En fait, ça fait. Tu sais que c'est un manga, mais ça fait pas manga en fait. Oui, c'est ça fait bande dessinée. Alors après, il faut savoir que l'éditeur, c'est Noévé Graphics, qui a, en tout cas de mon point de vue, un peu cette vibe d'éditeur bourgeois, entre guillemets. Mhm. Tout ce que fait Noévé Graphics, enfin la plupart de ce que fait Noévé Graphics, c'est, je vais pas dire très cher, Ouais. mais c'est Prestigieux. c'est prestigieux, c'est plus cher qu'un manga classique. Ouais, Notamment les tomes de veille, c'est une quinzaine d'euros. Bah, quand tu vois la qualité du truc aussi. En même Oui, temps. voilà, c'est-à-dire que ça me dérange pas de mettre 15 balles pour ça. Puis je pense que c'est un peu l'éditeur qu'il fallait pour ce manga en particulier, Oui, tu vois. clairement. Parce que c'est très fancy, quoi. C'est ça, vraiment, veille, ça ne dérange pas de mettre 15 balles pour veille. Alors que mettre 15 balles pour l'édition spéciale de Hokuto no Ken qui est sortie récemment, ça me va un peu plus chier, par exemple. Tu vois tiens. Simple exemple, comme ça. Hokuto no Ken. Ah, et qui c'est qui fait Hokuto no Ken? Crunchyroll. Magnifique C'est pas pour tacler quelqu'un, mais Crunchyroll, est-ce que ce serait pas un des pires éditeurs de France? Peut-être, je sais pas, oui. Avis de libraire. Ouais, écoute, vraiment, c'est un des pires. Mais au-delà d'être libraire, hein, avis de fan de manga. Hein. Bon, écoute, moi, pour avoir eu mes Chainsaw Man qui étaient sortis par Kana. Non, c'était casé. Kazé. Ça commence par K, ça me pose Ouais, pas. c'est- Donc Kazé, du coup, qui a été racheté par Crunchyroll, c'est ça? Ouais. Et ben, quand tu vois que déjà le titre de Chainsaw Man, il va pas dans le bon sens. il change de côté, le 1, enfin plutôt qu'être en haut, il est en bas. Dans ta bibliothèque, ça n'a plus aucun sens, c'est moche. Pourquoi il change autant de choses? Tu savais que. Alors, heureusement, les fans, à force de gueuler, ont réussi à changer ce truc-là. Et à la base, ils avaient envie de faire une direction artistique la même pour tous leurs mangas, façon un peu DC Comics ou Marvel. Et Moi, c'était que- j'allais plus dire genre édition pingouin, tu sais, le truc anglais. Oui, aussi, ça marche. Ouais. Et en fait, le délire, c'est que tous leurs mangas étaient sur fond noir, avec juste le titre et une photo d'un personnage. Bah, ça fait un peu jeu PS2. Ouais, voilà. I2. Et heureusement, ils ont réussi à faire changer ça. Et au final, il n'y a que Dan Dan qui est sur ces trucs-là. Et en vrai, Dan, ça me choque pas. Bah, Dan, ça me choque si pas, c'est que ça- pour une série, ça Voilà, va. c'est pas choquant. Enfin bref, on a divagué là-dessus, mais en vrai, c'est pas trop divagué parce que, en vrai, je pense que Veille, une grande partie du fait que j'ai autant aimé, c'est vraiment l'édition. Pour le coup, le manga est magnifique. Vraiment. Et même au niveau des collectors, je prends pas pour de la merde. Le tome 3 est sorti en collector. Petit coffret en velours. S'il vous plaît. Avec une lettre dedans écrite par côté, que c'est imprimé. Ouais, bah oui. Le mec n'a pas écrit ça pour chaque truc. Dans une petite lettre avec un truc d'encre, tu sais, quand il crame le tampon fait à l'encre. Avec la cire là. Ouais, avec de la cire. Et les cartes postales format canson, comme du papier canson. Les cartes postales veille. Oh là là. Incroyable. Et le tout pour monsieur, s'il vous plaît, 20€. Seulement 20€. Et d'ailleurs, le collector a tellement bien marché qu'aujourd'hui, le tome 3 n'est plus trouvable en classique. Tu peux acheter que le collector. Il n'y a que le collector qui est encore imprimé. Mais comment ça marche? Comment c'est possible En fait, c'est simple, c'est-à-dire que les éditeurs, j'ai eu le coup avec par exemple Colossal, Mhm. qu'ils ont fait le coup incroyable, c'est-à-dire que les éditeurs vont regarder ce qui se vend, et s'il y a une version, s'il y a un manga ou une BD ou un comic qui sort en 2 versions, et ben ils vont garder forcément à l'impression celle qui marche le mieux. Et donc là, pour Veille. Ah, c'est ça. ok, je comprends mieux. Ouais, voilà. Et en fait, avec Colossal, on a eu ce coup-là, le webtoon Colossal qui est sorti avec 2 versions, t'avais une version collector et une version classique. Mhm. La version classique était quasiment pas achetée. Dans une librairie, admettons que t'as acheté 10 collectors et une classique, t'avais qu'une vente de classique et tout le reste t'avais que du collector. Et du coup, l'éditeur a dit en cours de route, on arrête de faire le classique, on sort tout en format collector. Incroyable. Et du coup, moi, c'est fun parce que j'avais commencé Colossal en classique. Ah ouais. Du coup, j'avais 2 premiers tomes en classique et tout le reste en collector. Mais du coup, c'est un autre sujet, mais est-ce que ça rendrait pas l'édition classique un peu plus collector que la collector de base? Je suis pas sûr. En vrai, au début, je me suis demandé, et après, je me dis, en vrai, au final, l'édition classique est quand même moins bien. Oui, mais c'est un peu, tu sais, comme la première édition Oui, c'est ça. qui est plus trouvable nulle part. Donc celui qui l'a acheté, il a un tome un peu différent, mais dans le mauvais sens du terme. Ouais, je vois. Je sais pas, je comprends en vrai l'idée. Je me Ouais. demande, je me suis posé la même question justement. On verra bien avec le temps, je pense. Ouais. On verra bien avec le temps. Voilà, et donc du coup, le format, le collector de Veille est fou. Et d'ailleurs, il y a un tome 5 qui doit arriver avec un collector. C'est pas... Alors, je crois que j'ai vu que au Japon, le collector de Veille, tome 5, est Oui. fou, furieux. C'est un plateau, c'est un grand plateau
où tu peux mettre des bijoux. Tu sais, c'est les plateaux pour observer tes bijoux et tout. Quoi? Ouais, Pour un en manga? or. Ah! Alors c'est pas du vrai or, mais... Oui, mais quand même! Ouais, et ça colle trop bien à Veil en plus, avec le côté vraiment Gucci, Ben, super fancy. Comme Je l'ai sous les yeux là, et franchement, je peux vous dire, c'est un bijou. J'ai jamais lu, hein, mais franchement, ça a l'air d'être incroyable. Trop beau. Ça me fait un peu penser à Nana, vite fait. Ouais, graphiquement, ça a des vibes un peu de Nana. Alors je sais que Koteri a fait d'autres trucs en manga, mais je la connais que pour Veil, et je saurais pas vous dire ce qu'elle a fait d'autre. Ouais. Mais en tout cas, ses dessins sont magnifiques. Elle dessine beaucoup trop bien. D'ailleurs, j'ai eu la chance de la voir en vrai Ah ouais? à la Japan Expo Trop bien. de 2022, je crois, elle était là. Alors pour la voir, c'était un enfer. Oh bah, Alors ça, par contre, c'est un truc. Alors je pense pas que c'est un mauvais graphisme qu'elle a fait, je pense que c'est la Japan Expo. Mais le concept de voir un auteur où en fait il faut acheter un livre sur le stand qui te permet d'avoir un coupon, et qu'avec ce coupon tu vas te faire dédicacer à une certaine heure, et si t'y es pas, ben tu t'es fait carotter. C'est de la merde. Je peux comprendre, hein, Oui. tu limites, ok. Je suis pas contre limiter les gens pour venir dédicacer. Par contre, voilà, devoir acheter un bouquin et un coupon et être là à l'heure et tout. Arrêtez de foutre de gueule. Hein. Oui. Je veux dire. Oui. Bah très bien, écoute. Et du coup, je l'ai vu en vrai là-bas, et par contre, j'ai eu un big sum parce qu'en fait, j'étais trop content. Je me dis, je vais avoir ma dédicace de Koteri. Elle prend mon livre. Je parle avec la traductrice, elle me demande mon nom, je dis Alexis. Et une signature, elle me rend le livre. Bonne journée. Alors, après, avec tout le monde qu'il devait y avoir, tu vois. Alors non, t'avais un dessin, mais il fallait retomber sur le ticket d'or. Oh. C'est Oh cool, là hein. là. Alors, j'ai détesté cette fonctionnalité. Donc je suis content quand même parce que j'ai mon tome 4 dédicacé par Koteri. Oui. Mais d'un autre côté, c'est un peu une douille. Oui. Après, on peut pas lui en vouloir à la dame, je Non, pense. toute mignonne. Alors par contre, c'est un truc qui m'a beaucoup fait rire. Une histoire toute mignonne, une histoire d'amour entre deux personnages, tout gentil, tout mignon, super bien dessiné. Les 70 personnes au stand qui affisaient la queue, c'était que des obèses, avec des boutons partout, des cheveux gras, et j'étais là genre, ah ouais, bah elle aimait bien la France, je pense qu'elle Bah oui. va adorer la France encore plus. Bah bienvenue à Paris. Hein, en fait, Bienvenue à Paris. Enfin, c'est pas vraiment Paris, Japan Expo, mais voilà. Et ça m'a beaucoup fait rire. Et bref, voilà, il faut absolument, franchement, Et hop, lisez Veil. rien à voir. Hein. Enfin, ça a un peu à voir du coup, mais j'ai déjà entendu qu'au Japon, ils ont des sortes. Non, en France, je crois que c'est l'ambassade du Japon. Ils ont des sortes de salles avec des genres de thérapeutes pour genre le burn-out de quand t'arrives en France. Genre. L'idée que les Japonais se font de la France, c'est tellement pas pareil en France qu'ils ont besoin d'avoir des psys pour se rendre compte. Genre, non mais t'en fais pas. C'est qu'une vision que t'avais du pays, mais au final, c'est pas grave. Mais quoi? J'ai déjà entendu ça. Alors, je sais pas si c'est vrai du coup, mais si c'est vrai, c'est incroyable. C'est une dinguerie. Genre, t'imagines à quel point au Japon, la France est idéalisée, que t'as besoin d'avoir des psys pour pour essayer de te remettre sur pied pour la déception que c'est, genre. Oh, métro, RER. Il avait pas aimé ça, parce que j'étais cassé Si, ça, si, si. Hidalgo. Oh là là. Ah, c'est un enfer. Je pense que les pauvres japonais, ils doivent se rendre compte que c'est pas si fancy que ça, la France. Ouais, clairement. Enfin, Alors que Veil, c'est très fancy. Bah écoute, on va laisser les idées dans la tête et sur papier, plutôt que de les voir en vrai. Exactement. Mais lisez Veil. C'est vraiment Lisez Veil. c'est un bon. Alors, de toutes les BD dont on a parlé aujourd'hui, je dois vous en conseiller une seule, c'est Veil. Bah voilà. Vraiment. Vous l'aurez entendu ici, Veil, c'est le manga de votre vie. Vous devez le regarder. Enfin, vous devez le lire. Et Voilà. bon courage par contre, parce que le tome 5 est annoncé en France depuis à peu près 2 ans. Mot de la fin. Fancy. Hidalgo fancy. Hidalgo fancy. Bye bye.